Salut à tous, pour suivre mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker afin de me soutenir. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire pour me faire part de votre ressenti. Vous allez trouver cette histoire originale, et si vous décidez de l'écouter une deuxième fois, elle vous laissera une impression différente de la première fois. Je vous souhaite une excellente écoute. Ma vie était devenue un véritable ennui. La ville où je vivais, les gens qui m'entouraient, tout m'était devenu insupportable. Je cherchais désespérément une excuse pour m'isoler, pour me réfugier dans la nature où je ne croiserais personne. Je m'en voulais d'avoir travaillé pendant des années sans jamais prendre le temps de vivre pour moi-même. Je regrettais aussi de m'être marié si jeune, à l'âge de 20 ans, avec la première fille dont j'étais tombé amoureux. Sans vraiment la connaître, j'avais voulu précipiter les choses vers le mariage. Dès les fiançailles, il était clair que notre relation rencontrerait des problèmes. Ces demandes insensées se multipliaient, m'accablaient. Mon ignorance me faisait croire qu'il fallait traverser toutes sortes d'obstacles, et que le mariage arrangerait tout. J'acceptais toutes ses caprices. Elle voulait le mariage parfait, quitte à m'endetter et à dépenser toutes mes économies. Les problèmes surgirent. Dès les premières années de notre union, la femme pour qui j'aurais donné ma vie m'était devenue insupportable, à tel point que je ne voulais même plus voir son visage. Regarder un mur vide me faisait sentir mieux que de poser les yeux sur elle. Je m'en voulais tellement de m'être marié si jeune. Je me sentais déprimé et prêt à divorcer au bout de 3 ans de mariage. Mais c'était trop tard. Nous allions avoir une fille. Cette nouvelle me remplissait de joie et rien d'autre n'avait plus d'importance. Mon seul objectif était désormais d'assurer un avenir meilleur à notre enfant. Mais avant sa naissance, je subissais une pression énorme, une véritable épreuve pour moi. Pourquoi avais-je sacrifié ma liberté, me demandais-je souvent. J'étais traité comme un enfant, subissant les leçons de morale et d'interdiction. Ma seule faute avait été de me marier. J'avais tiré des leçons de cette période, gardant mes distances avec ma femme pour le bien de notre fille. Nous vivions comme 2 étrangers sous le même toit. Parfois, notre relation s'améliorait, puis, sans raison apparente, tout s'effondrait à cause d'elle. Lorsque notre première fille eut 4 ans, nous eûmes une deuxième fille. Pourquoi avions-nous fait cela? Je n'en savais rien. Nous devions divorcer une fois que notre première fille serait grande. À tort ou à raison, je pensais parfois que c'était une manœuvre de ma femme pour prolonger notre mariage. Tantôt, elle était un ange, tantôt une diablesse. Aux problèmes de couple s'ajoutaient ceux liés à l'éducation de nos filles. Je faisais tout pour être un bon père, un papa poule. Je faisais en sorte qu'elles ne subissent pas les problèmes entre leur mère et moi. Je jouais la comédie. Ma femme, elle non plus, n'avait plus le temps de se disputer avec moi, ce qui m'arrangeait. Je rêvais de partir camper, comme je le faisais dans ma jeunesse. J'avais sorti de ma cave ma tente, mes cannes à pêche, mon barbecue et d'autres objets pour la chasse. Je partais seul camper en forêt, 2 jours par semaine, ce qui était pour moi une véritable bouffée d'oxygène. À ma grande surprise, ma femme ne se plaignait pas. J'avais pensé qu'elle n'accepterait jamais, mais étrangement, elle était d'accord. Avoir pu obtenir cette liberté me rendait heureux. Chaque fin de semaine, je partais, ce qui me permettait d'affronter les difficultés de la vie. Ce lieu était magnifique, réunissant une forêt, une rivière et des grottes. J'avais choisi de m'installer à un coin où personne ne venait camper. Je posais ma tente près de la rivière, et chaque fin de semaine, je m'installais au même endroit. Je pêchais du poisson, le cuisinais pour le dîner, et lisais des livres avant de dormir dans la tente. J'avais toujours voulu être seul, c'est pourquoi je ne voulais amener personne avec moi. Un week-end, alors que je pêchais à la rivière, un homme installa sa tente à 100 mètres de mon campement. Il se mit à pêcher silencieusement. Je me disais que tant qu'il ne venait pas me parler et restait à sa place, cela me convenait. De temps en temps, il me faisait un signe de la main et me disait bonne chance, ce à quoi je répondais de la même manière, sans plus. Le dernier jour de camping, alors que je pêchais, cet homme se mit à crier, se roula par terre et gesticula en hurlant. « Laissez-moi! Laissez-moi » Comme il n'y avait personne autour de lui, je courus vers lui pour l'aider. Arrivé à son côté, il se tenait le ventre et s'était mordu la langue.
J'avais peur qu'il ne s'arrache la langue. Je tirai sa mâchoire avec difficulté pour lui faire ouvrir la bouche et réussis finalement à libérer sa langue, que je remis en place. Je le mis en position de PLS. Quand il reprit ses esprits, il me regarda choqué. « Tu ne peux pas être réel, » me dit-il effrayé. « Va-t'en, que fais-tu toutes les nuits dans mes rêves ?»« De quoi tu parles? Quel rêve? Je viens ici chaque fin de semaine pour camper. C'est toi qui viens d'arriver. » lui répondis-je en m'écartant de lui. Il se mit à parler, et je compris qu'il devait être quelqu'un de bien. Je commençai à m'éloigner, prêt à retourner dans ma tente. Soudain, il sortit son couteau de chasse de son étui et courut vers moi. « Qu'est-ce que tu fais, espèce de malade ?» lui demandai-je en courant vers ma tente. Il me fit tomber à terre et leva son couteau, pensant qu'il allait me poignarder. Je me préparais à protéger mes points vitaux. À ma surprise, il se coupa la paume de la main. « Mais qu'est-ce que tu fais, frère? Quel est ton problème ?» lui demandai-je calmement pour essayer de le calmer. « Il fallait que ce sang coule. Je l'avais vu dans mon rêve, » disait-il. Mon Dieu, je sais pas ce qu'ils prennent ou ce qu'ils boivent pour venir déranger les gens comme ça, pensais-je en me levant. Je me dépoussiérais pour rejoindre ma tente. Le type me dit alors: « Excuse-moi, Adnan, je voulais pas te faire peur. Je t'ai jamais dit mon prénom, tu me connais d'où ?» En se couvrant la blessure, il répondit en souriant: « Comme je te l'avais dit, je te vois dans mes rêves depuis quelques jours. » Je fis 1 ou 2 pas vers lui et lui dis: « Et si tu me racontais ces rêves, l'ami ?» Je l'invitai à ma tente. Je préparai rapidement un café. Pendant que nous étions assis en buvant notre café, il se mit à raconter son histoire. Il souriait en commençant à me raconter. « Quand je m'ennuie, je viens parfois camper ici. Un jour, alors que je faisais du camping, je dormais dans ma tente et j'ai fait un rêve étrange. Dans ce rêve, je te voyais au loin. Tu entrais dans une grotte. Puis tu en sortais avec le visage en sang, en traînant par terre et en murmurant que le sang devait couler. Tu répétais ça en criant. Une horde de chauves-souris se jetait sur toi. Tu en attrapais quelques-unes et leur arrachais les ailes avec tes dents. J'étais choqué par ce rêve. Intrigué, je lui demandais: « Et comment connais-tu mon prénom? Qui es-tu? Et où tu te trouves dans ce rêve ?» Il répondit: « Je m'appelle Dalil. Dans mes rêves, je me vois toujours devant une grotte, comme si je t'attendais. Tu sors de la grotte. Tu dis: « Dalil, je devais le faire. Le sang devait couler. » Puis tu t'effondres à mes pieds et attrapes mes jambes. Je fais ce rêve chaque nuit, toujours la même scène. Il continua: « Récemment, j'ai décidé d'installer ma tente exactement là où tu avais installé la tienne dans mon rêve. Je n'étais pas sûr que c'était toi, et je ne voulais pas te déranger au début. Mais tu sembles être quelqu'un de sympa. Peut-être que je deviens fou, je sais pas. » Je lui répondis: « Non, il doit y avoir une explication à tout cela. » Adil se tourna et commença à s'éloigner. « Attends, tu vas où ?» lui demandai-je. Il entra dans sa tente et ferma la fermeture éclair. Peu après, j'entendis ses pleurs. Je me disais que c'était vraiment un type étrange. En lavant les tasses, je remarquai du sang sur celle de Dalil. C'était bizarre, car il s'était coupé la main, mais le sang avait l'air d'être laissé par sa bouche. Quelle matinée étrange. Je ferais mieux de continuer à pêcher, pensais-je. Après avoir pêché pendant un bon moment, je fredonnai une chanson en préparant le barbecue pour cuire le poisson. J'en avais pêché beaucoup, et en avais mis une bonne partie dans la glacière. J'avais mis 2 gros gardons à cuire. Je pensais à Dalil, et décidai de lui apporter un poisson pour voir comment il allait. Devant sa tente, je dis à haute voix: « Dalil, je t'ai ramené du poisson, tu es là ?» Il me répondit: « Je n'ai pas besoin de ton poisson. Ne t'approche pas de moi, meurtrier. » Mais qu'est-ce qu'il débloque? Il faut que je rentre dans ma tente, me disais-je intérieurement, et je m'exécutais sur le champ. Ça t'apprendra à sympathiser avec les gens que tu ne connais pas, m'engueulais-je. La seule question que je me posais était: comment savait-il mon prénom avec un simple rêve? Je commençais à ranger mes affaires et à les mettre dans le coffre de la voiture. Je jetai un dernier regard pour vérifier si je n'avais rien oublié. Les grottes attirèrent mon attention. Cela faisait plusieurs semaines que je venais dans ce coin et jamais je ne m'étais aventuré dedans. Je me dirigeai vers une grotte et, à l'entrée, une odeur nauséabonde me frappa. Ça devait être l'odeur de putréfaction d'un animal mort à l'intérieur, me disais-je. En me pinçant le nez, je pénétrai à l'intérieur. Je marchais sur quelque chose qui collait à mes pieds, produisant un bruit bien particulier. En y regardant de plus près,
Je me rendis compte qu'il s'agissait de flaques de sang coagulées. La peur me prit. Je me demandais si un meurtre avait eu lieu ici. Je voulais sortir de cette grotte, mais mes chaussures semblaient collées, m'empêchant de bouger les jambes. Je commençais à paniquer et essayer de m'aider de mes mains pour prendre appui sur les parois de la grotte. Mais rien n'y faisait. Je ne bougeais pas d'un cil. J'essayais de m'aider de la lumière venant de l'extérieur pour voir devant moi l'intérieur de la grotte. Un bruit étrange provenait de l'intérieur de la grotte. Ce son se rapprochait. Un mélange de frottement et de respiration plaintive. Un animal s'approchait. J'étais fichu, me disais-je intérieurement. La peur me saisissait. Je sortis mon couteau de chasse de son étui, résigné à me défendre. Le bruit s'approchait lentement, amplifiant mon stress à son paroxysme. Il devenait plus précis, évoquant le pas lourd d'un ours. Pourtant, je ne voyais toujours rien. La faible lumière extérieure éclairait à peine l'intérieur de la grotte. Soudain, le bruit se transforma en une voix plaintive. Mes yeux n'en croyaient pas ce qu'ils voyaient. Un homme grièvement blessé se traînait sur le sol. Puis, je le reconnus. C'était Dalil, en piteux état, saignant abondamment. Il s'approcha de moi. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» lui demandai-je terrifié. Comment pouvait-il être encore en vie avec de telles blessures? Dalil répondit. « C'est toi qui m'as fait ça. Pourquoi tu m'as torturé? Pourquoi tu m'as laissé là-bas? Regarde mon corps. Les animaux m'ont dévoré à moitié. J'ai difficilement pu m'échapper. » disait-il en pleurant. « Attends, on va s'en sortir. Il doit y avoir un moyen de se sortir d'ici. » lui dis-je tentant de le rassurer. Il me répondit. « Le sang doit couler à Adnan. » Puis sa tête s'effondra au sol. À ce moment précis, une nuée de chauves-souris m'attaqua, me griffant et mordant le visage. Tentant de me protéger avec mon couteau, j'en blessai quelques-unes qui tombèrent au sol. À un moment donné, je fis tomber mon couteau. Je me servais alors de mes mains pour les éloigner de mon visage, arrachant parfois leur tête ou leurs ailes. Ces attaques incessantes m'énervaient tellement que je me mis à déchiqueter leur corps avec mes dents. Après un temps qui me sembla interminable, les attaques cessèrent, mes jambes se libérèrent, et je pus quitter la grotte en courant, laissant Dalil inconscient par terre. Dehors, Dalil apparut devant moi et dit « Adnan, je savais que tu étais réel. Je t'avais vu dans mes rêves pendant plusieurs jours. Mon rêve s'est réalisé. Qu'as-tu vu à l'intérieur? Pourquoi as-tu le visage en sang ?» demanda-t-il tout excité. J'étais stupéfait. Je le voyais devant moi sans une seule égratignure, alors que je l'avais vu tout déchiqueté avec de multiples blessures mortelles dans la grotte. Celui qui était à l'intérieur ne pouvait être Dalil, me disais-je. Je partis en passant à côté de lui, n'ayant aucune réponse à lui donner. Je lui répétais ce qu'il m'avait dit à plusieurs reprises. Le sang devait couler, Dalil, et j'ai fait couler le sang. Lui dis-je, je montai en voiture et pris la route. En chemin, je ne cessais de penser à ce que j'avais vécu ce week-end. Je m'arrêtais devant une mosquée pour me laver le visage. Je ne voulais pas effrayer mes filles en rentrant chez moi ainsi. Mes 2 filles se jetèrent à mon cou. Je les serrai fortement. « Vous m'avez manqué, mes chéries », leur dis-je, après avoir ouvert la porte. Ma femme se dirigea vers sa chambre sans un mot. « Ça serait trop demandé de dire bonjour ou bienvenue », lui lançai-je avec reproche. Je la suivis dans la chambre, essayant de rester calme pour ne pas alarmer les filles. Je continuai à lui parler, essayant de comprendre son silence. Mais elle ne me répondit pas. Elle semblait m'ignorer complètement. Je sortis de la chambre et demandai à mes filles ce qu'elles avaient mangé. Elles me répondirent qu'elles n'avaient rien mangé depuis le matin. La colère monta en moi. Je retournai dans la chambre. « Mais quel genre de mère es-tu? Comment peux-tu laisser nos filles avoir faim comme ça ?» lui dis-je, mais elle ne me répondait toujours pas. Je sortis de la chambre et me dirigeai vers la cuisine pour préparer du poisson. Le repas était prêt. « Le poisson est prêt, mes chéris !» appelai-je mes filles. Elles s'assirent à table et commencèrent à manger. Mon téléphone sonna. C'était ma femme. « Tu as besoin d'un téléphone pour me parler alors que tu pourrais simplement sortir de ta chambre ?» répondis-je en entrant dans la chambre. Je continuai à lui parler, essayant de comprendre son silence. Mais elle ne me répondit pas. Elle semblait m'ignorer complètement. « Qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? Tu étais ici tout à l'heure ?»
demandai-je finalement. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis chez ma mère. Je t'ai appelé pour te le dire, c'est tout. Répondit-elle. Je me mis à bégayer. Mais tu étais là. Je t'ai même engueulé parce que tu n'avais rien donné à manger aux filles. Ma femme garda le silence avant de demander. Est-ce que tu as pris tes médicaments? Je lui répondis. Non, je comptais prendre mon médicament pour l'estomac après le repas, mais tu m'as appelé. Bon, je dois raccrocher, les filles pleurent dans la cuisine. Ajoutai-je. Ma femme se mit à pleurer au téléphone et raccrocha. C'est étrange, me dis-je. Elle fait semblant de ne pas être là, alors qu'elle a dû sortir pendant que j'étais à la cuisine. Elle essaye de me rendre fou. Arrivés à la cuisine, les filles n'y étaient plus. Paniqué, je vérifiais chaque chambre en vain. J'appelais ma femme pour lui demander si les filles étaient avec elle. Les filles sont avec moi chez ma mère, répondit-elle. À quel moment avait-elle pu la rejoindre? Je ne vais pas bien aujourd'hui. Je suis probablement trop fatigué, pensai-je. Je pris mon médicament pour l'estomac. J'avais sommeil. Je m'allongeai sur le lit, fermai les yeux et m'endormis. En me réveillant, je trouvai ma femme endormie à mes côtés. À quel moment était-elle entrée? Je ne l'avais pas entendue. Je me levai, me lavai, m'habillai et partis travailler. Le soir, à mon retour, elle m'ouvrit la porte. Je la pris dans mes bras et lui demandai pardon pour les mauvaises choses que je lui avais dites. Elle me serra à son tour et me dit qu'elle ne me quitterait plus jamais. Nous dînâmes ensemble, puis elle me ramena mes médicaments et insista pour que je les prenne, expliquant que lorsque je ne les prenais pas, cela créait des problèmes. Je m'endormis rapidement, mais en pleine nuit, je fus réveillé par la porte de ma chambre qui s'ouvrait. Une odeur nauséabonde, semblable à celle de la grotte, envahit la pièce. Je secouai ma femme pour la réveiller. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle encore à moitié endormie. « Réveille-toi, il arrive !» murmurai-je avec panique. « Qui ça ?» répondit-elle fatiguée. « Adil, je l'ai vu dans la grotte, » lui dis-je. Je le voyais ramper dans la chambre, son corps couvert de blessures profondes qui laissaient une mare de sang derrière lui. « Le sang doit couler » murmurait-il. Soudain, je me retrouvai dans la grotte, une nuée de chauves-souris fonçant sur moi. Je me relevai et m'enfuis de la grotte, réapparaissant en pleine nuit dehors en pyjama. Je pleurais, me rappelant que ma femme et mes filles étaient chez moi. Je rentrais, désorienté. En entrant, mon téléphone sonna. C'était ma femme. « Où es-tu ? Tu es encore parti ?» lui dis-je avec un ton de reproche. « Je suis chez ma mère, Adnan. Nous sommes divorcés. » répondit-elle. Les souvenirs me revinrent. Oui, nous étions divorcés. « Pourquoi avons-nous divorcé ?» lui demandai-je. « Nous en parlerons une autre fois. Je t'appelle pour te rappeler de prendre tes médicaments. » « Et pourquoi est-ce si important pour toi que je prenne mes médicaments pour l'estomac ? » « Ce n'est pas pour l'estomac, Adnan. Tu ne vas pas bien, » dit-elle avant de raccrocher. Je réfléchis, confus. Pourquoi ne me souvenais-je de rien? Mon divorce, Dalil, la grotte, tout s'embrouillait dans mon esprit. On frappa à la porte. Pensant que c'était ma femme, j'ouvris. Mais c'était ma mère. « Maman, que fais-tu à cette heure tardive ?» lui demandai-je inquiet. Leila s'inquiétait pour toi. Tu n'as pas pris tes médicaments. Pourquoi ne veux-tu pas venir à la maison jusqu'à ce que tu ailles mieux, mon fils? Je la regardai étonnée. Elle alla chercher mes médicaments dans la cuisine et me les tendit. « Maman, pourquoi est-ce si important de prendre ces médicaments pour l'estomac? Ces médicaments sont pour ton esprit embrouillé, pas pour ton estomac, mon fils. Attends, maman, il faut que je te raconte ce que je vis. D'accord, mais prends ces pilules d'abord, » dit-elle. Je les avalai et commençai à lui parler. J'étais en train de faire du camping, maman. J'ai rencontré un homme, Dalil, qui prétendait me connaître et disait me voir dans ses rêves. Depuis, je le vois partout, dans un état affreux. Son corps est déchiqueté, maman. Ma mère se mit à pleurer. Je la pris dans mes bras. Je ne voulais pas t'en parler pour ne pas te faire pleurer. Elle sortit une photo de son sac à main et me la montra. « Est-ce lui que tu as vu ?» Je pris la photo et répondis. « Oui, c'est lui. Pourquoi tu as une photo de ce type ? Ne crie pas, mon fils. Il est tard et tes voisins sont déjà assez dérangés par toi. » Elle prit une profonde inspiration et reprit. « C'est ton frère Dalil, » disait-elle en sanglotant. « Tu l'as oublié ?» Je me levai, perturbé. « Je suis fatigué, maman. Quand pourrai-je voir mes filles? Elles me manquent terriblement. Il faut que tu ailles mieux. Elles ont peur de toi. Dès que tu seras guéri, tu les verras. » dit-elle en m'embrassant. «
Qu'est-ce que j'ai, maman? Demandai-je. Avant qu'elle ne réponde, je murmurai. D'accord, maman. Dès que mon estomac ira mieux, je les verrai. Pourquoi parlais-je ainsi? Pourquoi pensais-je ainsi? Je le compris plus tard. En me réveillant en pleine nuit, je me trouvais dehors, en pyjama. Je rentrai chez moi, et en ouvrant la porte, je vis mes parents, ma femme, et d'autres membres de ma famille rassemblés autour d'un linceul, des taches de sang coulant à travers. En soulevant la partie qui recouvrait la tête, je reconnus Dalil. Je me mis à crier. Laisse-moi tranquille, tu n'es pas réel, tu n'es pas réel. Ils se mirent devant moi et me dirent de respecter mon défunt frère. Ce type n'est pas mon frère, criai-je. Mon père me donna une gifle. Je perdis connaissance. À mon réveil, il faisait jour. Ma mère me demanda de me rendre au salon, car j'avais de la visite. Un vieil homme m'attendait. Il me regarda quelques instants, me fit m'asseoir, commença à écrire des versets du Coran, les plaça dans un bol d'eau et me fit boire l'eau. Il se tourna vers ma mère et lui dit « Son cas est résolu. Il peut dormir maintenant. Il se souviendra de tout demain. » Je m'endormis et, à mon réveil, je n'avais pas dormi aussi bien depuis longtemps. En entendant des voix venant du salon, je vis ma mère, mon père et ma femme, et je fus ému. Je leur souhaitai la bienvenue, et leur dis combien j'étais heureux de les voir. Mon père me demanda si mes souvenirs me revenaient. Je me mis à réfléchir, et tous mes souvenirs retrouvèrent leur place dans mon esprit, comme si un voile avait disparu. « Oui, papa, » répondis-je. « Oh mon Dieu, qu'ai-je fait ?» dis-je en me tenant la tête. « Raconte-nous, mon fils. Cela fait plusieurs années que nous attendons ce moment. » me dit mon père. Mon frère Dalil avait proposé d'aller faire du camping. Nous avions pêché du poisson et l'avions cuit. Alors que nous entendions des bruits étranges venant d'une grotte, Dalil prit une branche enflammée pour explorer l'intérieur. Je lui disais « Attends Dalil, n'y va pas ». Mais il refusait d'écouter, et je le suivais. Il entra dans la grotte, et j'étais à 2 mètres derrière lui. Je lui dis de rentrer, et il me répondit d'accord. Il jeta la branche devant lui, et nous entendîmes un bruit affreux, comme une sorte de souffrance. On avait eu peur, et on essayait de sortir au plus vite, mais Dalil s'arrêta net. Je m'approchai pour l'aider, mais il changea brusquement de direction et s'enfonça plus profondément dans la grotte. C'est alors que je vis des silhouettes, ni humaines ni animales, qui se dirigeaient vers Dalil. Dalil criait. Je voulais courir vers lui, mais j'étais pétrifié, comme si une force invisible m'empêchait d'avancer. Quand je pus enfin bouger, je vis Dalil à genoux sur le sol, incapable de se mouvoir. « Qui t'a fait ça ?» criai-je. C'est à ce moment que 2 ours qui étaient près de leur ourson commencèrent à attaquer Dalil. Je le tirai par les bras pour le faire sortir, mais les ours continuaient de le blesser gravement. En voyant que Dalil ne respirait plus, je perdis connaissance. À mon réveil, les ours étaient partis, probablement en pensant que je n'étais pas vivant à cause du sang qui me couvrait. Je n'étais plus moi-même. Les entités de la grotte m'encerclaient et se réjouissaient de la mort de mon frère. Je ne pouvais pas bouger. Elles parlaient dans une langue que je ne comprenais pas. Je ne sais pas combien de jours je suis resté dans cette grotte avec le corps sans vie de mon frère à mes côtés. Finalement, on me sortit de la grotte. Je ne me rappelais plus de rien jusqu'à ce matin. Mon père, en pleurs, me dit, quand ils vous ont retrouvé, ils pensaient que tu ne respirais plus. Mais en voyant les chauves-souris près de toi, ils ont pensé que tu avais peut-être survécu en les mangeant. À ton retour, tu n'acceptais pas la mort de ton frère et tu ne le reconnaissais plus. On t'a amené chez le médecin, où tu prenais des médicaments qui t'aidaient un peu, mais tu ne guérissais pas. Tu revenais toujours à ton état initial. Tu ne voulais pas rester avec nous, et Leila avait dû ramener les filles chez sa mère. Ta maman s'opposait à ce que l'on t'interne, espérant que tu irais mieux un jour. Elle disait que tu étais habité, et qu'il fallait pratiquer un exorcisme, mais rien n'y faisait. Alhamdoulilah, nous avons trouvé quelqu'un de qualifié pour t'aider. Nous avons toujours veillé sur toi. Tu pensais être sorti de la maison, mais tu ne faisais que faire 1 ou 2 pas dehors avant de revenir chez toi. Tes perceptions erronées te faisaient vivre des réalités que ton esprit projetait, m'avait expliqué mon père. Je demandais à Leila si je pouvais voir mes filles maintenant que je me sentais mieux. Oui, bien sûr, tu leur manques beaucoup, me dit-elle. Depuis ce jour-là, je n'ai jamais vécu d'événements similaires. En lançant sa torche, Dalil avait brûlé un djinn sans le vouloir. Les djinns, pour nous punir, nous avaient gardés captifs dans cette grotte, provoquant l'attaque des ours.
Ils m'ont gardé en vie en me faisant manger des chauves-souris. J'ai perdu mon frère. Et si mon histoire peut vous aider à en tirer des leçons pour éviter de tels drames, alors elle aura eu son utilité. Aujourd'hui, je vais mieux. J'ai repris le travail. Et ma femme et mes filles sont de nouveau avec moi. Voilà, l'histoire est terminée. Merci de l'avoir écoutée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker afin de me soutenir. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour me faire part de votre ressenti. Prenez soin de vous et portez-vous bien.